Cet adolescent fait l'objet d'une chasse à l'homme du FBI depuis l'âge de 14 ans. Ce garçon a volé des maisons, des voitures, des yachts et même des avions, bien qu'il n'ait pas de licence de pilote et qu'il n'ait jamais pris l'avion auparavant. Ce jeune homme a commis au total 67 crimes, dont certains consistent à agresser des agents des forces de l'ordre et à s'emparer de leurs armes. Le FBI est sur ses traces depuis des années, le suivant de ville en ville et d'île en île, mais sans succès. Une histoire passionnante que l'on ne peut pas croire, alors ne manquez pas de la regarder jusqu'au bout. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un jeune garçon nommé Colton Harris Moore, dont la vie d'adolescent semble sortir d'un conte de fées. Dès son plus jeune âge, Colton a été confronté à d'énormes difficultés. Sa mère était une alcoolique acharnée, consumée par sa dépendance, tandis que son père était un toxicomane. Au bout d'un certain temps, ils ont divorcé. Le père a disparu de leur vie et les a laissés affronter l'amertume de la vie sans aucun soutien financier ou moral. Leur situation était vraiment mauvaise. Résidant sur une petite île appelée Camino, nichée au large de la côte de Washington aux États-Unis, la famille de Colton vivait dans une vieille caravane délabrée. Colton vit dans la pauvreté. Sa mère ne s'intéressait pas du tout à lui, se contentant de se saouler et de consommer de la drogue. Colton avait du mal à trouver de quoi manger et ne voyait pas d'autre solution que le vol. Colton s'est retrouvé entraîné dans une vie de petit larcin. Il pénètre subrepticement dans les magasins locaux et les supermarchés pour y dérober des produits de première nécessité, en particulier de la nourriture et des boissons. Malheureusement, son manque d'expérience l'a souvent conduit à être capturé, ce qui l'a conduit à séjourner fréquemment dans des centres de détention pour mineurs. Ces centres, qui ressemblent à des maisons ou à des écoles surveillées, servent de lieux de détention plutôt que de véritables prisons. Pourtant, la mère de Colton est restée apathique, indifférente aux tentatives des forces de l'ordre ou des autorités du centre pour la joindre. Sans se laisser décourager par ses échecs, Colton, 14 ans, a perfectionné ses compétences et s'est montré de plus en plus audacieux. Il s'aventure dans des maisons inoccupées, crochette habilement les serrures et force l'entrée. Une fois à l'intérieur, sa première destination était le réfrigérateur pour prendre de la nourriture et des boissons. Ensuite, il se détendait sur le canapé en regardant la télévision ou en jouant à des jeux vidéo. Il essayait toujours de cibler les maisons vacantes, comme celles dont les occupants étaient en vacances ou absents. Et de nombreuses maisons sur leur île étaient des maisons de vacances, ce qui signifie que les propriétaires ne venaient que pendant les périodes de vacances. Dans ces maisons vacantes, Colton trouvait du réconfort et un répit temporaire, parfois même en y passant plusieurs nuits consécutives. Dans ces moments volés, il transformait des environnements inconnus en un semblant de foyer, forgeant un monde où il pouvait momentanément oublier les dures réalités. Parfois, Colton tombait sur des maisons avec des voitures garées à l'extérieur. Il prenait la voiture, faisait un tour, la nettoyait et la ramenait à la maison dans un état impeccable. Avant de quitter la maison, il s'assurait de prendre tout ce qu'il pouvait emporter de précieux. Il inspectait les armoires de la maison, prenait l'argent liquide, l'or, les appareils électroniques et tout ce qu'il pouvait attraper, y compris les aliments surgelés. La raison pour laquelle Colton ne s'attaquait qu'aux objets se trouvant à l'intérieur de la maison était fondée sur la conviction que les propriétaires seraient indemnisés par l'assurance pour les pertes subies. Dans son esprit, il se considère comme un voleur sans victime. Pendant cette période, Colton a rompu tout contact avec sa mère et a commencé à se forger une identité propre, distincte de la sienne. Il dormait soit dans les maisons qu'il cambriolait, soit dans des tentes improvisées qu'il montait au milieu de la forêt. Comme il allait de maison en maison et de magasin en magasin, sa tante le suivait partout. À la fin de chaque journée, il revenait dans son humble tente, riche de son butin. Argent liquide, cartes de crédit, nourriture et tout ce dont il avait besoin. Parmi les cibles qu'il avait choisies, il y avait une caserne de pompiers. Son objectif était de voler une caméra thermique utilisée par les pompiers pour détecter les personnes derrière les murs.
Cette caméra l'aidait à planifier ses cambriolages, ce qui lui permettait de mener des opérations plus sûres. En outre, il a dépensé 6 000 $ pour des lunettes de vision nocturne de type militaire, qu'il a payées à l'aide d'une carte de crédit volée. Les mois passent et Colton continue de vivre dans sa tente au cœur de la forêt, se déplaçant constamment d'un endroit à l'autre de l'île pour cambrioler des maisons. Comme prévu, les services de police reçoivent de nombreux rapports de cambriolage. Ils travaillent activement sur l'affaire depuis un certain temps, recherchant sans relâche Colton jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à l'identifier. Ils ont reconstitué le puzzle à l'aide de données et de documents. Ils disposaient d'empreintes digitales et de photos d'identité, car Colton avait déjà été arrêté auparavant. Son absence de l'école et de la maison de sa mère a fourni les premiers éléments de preuve permettant de le relier à la série de vols. Cependant, le capturer s'est avéré être un défi. Ils ont distribué sa photo, annonçant qu'il était recherché. Au fil du temps, le nom et l'apparence de Colton sont devenus reconnaissables parmi les habitants et se sont répandus comme une traînée de poudre. Cependant, l'île est vaste, composée de diverses régions, de nombreuses villes et de vastes territoires. Alors que la notoriété de Colton grandit, il reste concentré sur l'accumulation d'un arsenal de fournitures. À l'aide des cartes de crédit volées, il s'est procuré toute une série d'outils, d'appareils et de produits de survie essentiels. Il achète notamment des équipements spécialisés, dont des sprays répulsifs contre les ours, qui lui permettent d'affronter les défis de la forêt avec plus d'assurance. En 2007, à l'âge de 15 ans, Colton s'est retrouvé pris dans une série de cambriolages. Sa nature audacieuse l'a amené à voler des paquets laissés à la porte des gens. Cependant, sa folie a pris fin lorsqu'il s'est introduit dans une maison et s'est retrouvé encerclé par la police. Les voisins vigilants avaient signalé l'activité suspecte, ce qui a entraîné une réaction rapide. Colton a été appréhendé et envoyé dans un centre de détention pour mineurs. Pendant son séjour en prison, Colton a montré une autre facette de lui-même. Il évitait les ennuis et se concentrait sur l'amélioration de soi. Il passait ses journées à lire des livres, à perfectionner ses talents de dessinateur et à développer un vif intérêt pour l'aviation. Il dessine même des plans d'avion. Colton participait activement aux discussions en classe, donnant l'impression qu'il était déterminé à changer de vie après sa libération. Colton s'est engagé à suivre les instructions en prison, démontrant un désir évident de s'améliorer. Il parlait aux surveillants et leur disait que lorsqu'il sortirait de prison, il avait l'intention de reprendre ses études, d'aller à l'université et de mener une vie meilleure. Il a atteint son objectif après 10 mois de bonne conduite en prison. Ils l'ont transféré dans un centre de détention. Et là, il a simplement commencé à observer les mouvements des gardiens, à analyser et à comprendre la routine de la surveillance de la sécurité dans l'établissement. Une nuit, il a pris ses affaires, s'est faufilé discrètement par une fenêtre et s'est échappé du centre de détention. Le centre n'avait même pas de clôture ou de grillage à l'extérieur, il lui a donc été facile de sortir par la fenêtre et de descendre. Une fois de plus, Colton était un homme libre. En 2008, Colton, qui a maintenant 17 ans, n'a d'autre choix que de retourner à sa vie antérieure. Il a monté une tente au fin fond de la forêt et a repris ses activités de voleur dans les maisons et parfois même de cambrioleur dans les magasins. Ses prouesses physiques et sa force lui permettent d'escalader, d'entrer par effraction et de s'infiltrer facilement. Lors d'un casse audacieux, il est entré dans un magasin d'outillage par une fenêtre du 2e étage et a réussi à forcer le coffre-fort. Malgré la poursuite incessante de la police, Colton a réussi à échapper à la capture. Lors d'une évasion audacieuse, il a même volé une puissante voiture de sport, une luxueuse Mercedes, et a échappé à la poursuite de la police. Grâce à sa connaissance de la région, Colton s'est habilement faufilé sur les routes jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les bois. À l'arrivée de la police, une voiture abandonnée s'est écrasée contre un arbre, tandis que Colton s'enfonçait dans la forêt dense. Les renforts de police ont commencé à encercler la zone
et à le rechercher, mais en vain. Les vols se poursuivent sans relâche. Colton a ciblé plusieurs endroits et a même intensifié ses crimes en volant un fusil d'assaut dans une voiture de police. Bien que ces vols soient généralement non violents, le vol d'un fusil d'assaut de la police a fait monter les enchères de manière significative. Les forces de police de l'île ont lancé une opération de recherche intense dans toutes les zones. Des officiers armés ont calmé les esprits, accompagnés de leurs chiens et d'hélicoptères en vol stationnaire. Cependant, malgré leurs efforts, les recherches n'ont rien donné. Même le FBI s'est joint à l'enquête, offrant une récompense de $10 000 pour sa capture. Pendant ce temps, Colton vivait dans un monde à lui, planifiant quelque chose d'inimaginable pour quiconque. Nous avons déjà mentionné son amour pour les avions, qui s'est développé pendant son séjour en prison. Après son évasion, il a acheté des manuels d'aviation et un ordinateur portable pour jouer à des jeux de simulation de vol. Il s'est intéressé à un jeu particulièrement réaliste de Microsoft, appelé Flight Simulator. Il y a beaucoup joué, l'utilisant comme un moyen d'apprendre à voler. Son but ultime était de voler un avion et de le piloter en solo. Après avoir étudié des manuels d'aviation et joué à des jeux de simulation de vol pendant un certain temps, il a commencé à surveiller discrètement un petit aéroport local niché sur l'île, fréquenté par des propriétaires d'avions privés. Il passe du temps à rôder autour de l'aéroport, profitant parfois de l'occasion pour pénétrer dans certains avions et voler leurs manuels d'utilisation. Il s'échappait ensuite en lisant ces manuels avec beaucoup d'enthousiasme. Il finit par penser qu'il a acquis les connaissances nécessaires. Une nuit, il décide de s'infiltrer dans l'aéroport. Il força la serrure du hangar où étaient entreposés les avions et examina soigneusement chacun d'entre eux. Après avoir choisi l'appareil le plus approprié, il le sort du hangar et l'amène sur la piste d'atterrissage. Grâce aux connaissances acquises dans les manuels et les jeux, il réussit à piloter l'avion avec une relative facilité. Le moment est venu. Colton prit son envol, survolant les nuages avec une exaltation qui dépassait les limites de ses rêves les plus fous. En maintenant une altitude modérée, ne dépassant pas 18 000 pieds, il échappe habilement à la détection radar, se camouflant dans l'espace aérien réservé aux hélicoptères et aux petits avions privés. Ces manœuvres furtives sont passées inaperçues des contrôleurs aériens. Dans l'euphorie de son aventure aérienne, Colton néglige un détail critique: la diminution des réserves de carburant de l'avion volé. Il prend alors conscience du défi imminent que représente un atterrissage en toute sécurité. L'atterrissage, réputé pour sa complexité et son danger, l'attend. Les options à sa disposition étant limitées, il a eu recours à un atterrissage en catastrophe contrôlée, un acte de destruction contrôlé. Choisissant une zone dégagée, il guida l'avion vers le sol, l'impact se répercutant au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la terre. Étonnamment, Colton sortit de l'épave relativement indemne, son corps n'étant orné que d'égratignures et d'échymoses. Sans tarder, il s'extirpe des restes de son triomphe aérien et poursuit sa route, disparaissant dans l'étreinte protectrice de la forêt voisine. Les autorités, informées du vol de l'avion, n'ont jamais envisagé que Colton puisse être lié à des actes aussi audacieux. Leurs soupçons se sont plutôt portés sur l'implication de trafiquants de drogue, attribuant cette audacieuse escapade à leurs activités illicites. Cependant, la fuite de Colton s'est poursuivie et il a échappé aux autorités de l'île. La police s'est acharnée à le rechercher, découvrant même sa tente et confisquant ses biens. Mais il a toujours réussi à garder une longueur d'avance. Colton observe leurs mouvements à bonne distance et reste caché. La police commence à le soupçonner d'être responsable des vols d'avion. Comme les manuels d'aviation trouvés dans sa tente correspondaient à l'avion volé, ils avaient du mal à croire que cet adolescent, qui n'était jamais monté à bord d'un avion de sa vie, pouvait voler et piloter un avion. D'autre part, Colton a décidé de s'aventurer sur une île voisine, qui appartient à l'État de Washington. Il a volé un autre avion
et l'a fait atterrir en douceur sur la nouvelle île. À l'intérieur d'un supermarché, il a remarqué un distributeur automatique de billets et a trouvé un chariot élévateur à fourche utilisé dans les entrepôts. Colton a pris le chariot élévateur, l'a conduit jusqu'au distributeur, l'a ouvert et a pris l'argent. Ce n'est pas le seul vol qu'il a commis sur cette île. Il a ciblé plusieurs endroits, les caméras de surveillance filmant ses moindres faits et gestes et ses empreintes digitales étant omniprésentes. La police s'est rendu compte qu'il était présent sur l'île. Cette fois, ils étaient certains que Colton, le garçon fou, était responsable du vol de l'avion. Le nom et les photos de Colton commencent à se répandre et il gagne un public singulier qui le surnomme « le bandit aux pieds nus » en raison de son habitude d'être pieds nus lors de ses cambriolages. Son surnom a gagné en popularité, donnant lieu à des pages de fans, des discussions sur YouTube, des chansons et des graffitis à son effigie. Colton semble apprécier l'attention et a même laissé sa marque en dessinant des traces de pas sur le sol d'un supermarché pendant l'un de ses vols, reconnaissant ainsi ses fans. Finalement, Colton a décidé de quitter cette deuxième île parce que la police et le FBI intensifiaient leurs poursuites. Les aéroports locaux ont même fait l'objet d'une surveillance accrue. Cette fois, il a choisi un autre moyen de transport. Il a tout simplement volé un bateau en prenant sa clé. Il le fait naviguer de l'île jusqu'au Canada, traversant les frontières maritimes sans être détecté par les gardes-côtes. Il y passe quelques semaines, où il rencontre deux individus qui deviendront ses amis. Ils ignoraient son identité. Après avoir passé quelques jours ensemble, ils se sont séparés. Et plus tard, ils ont vu des reportages sur un fugueur américain. Ils ont compris qu'il s'agissait de la personne qu'ils avaient rencontrée. Sentant la chaleur retomber, Colton a volé un autre bateau et est retourné aux États-Unis. Il reprend ses vols de voiture, mais met en place une stratégie prudente. Il évite d'utiliser la même voiture trop longtemps et ne fait jamais le plein dans les stations-service pour éviter les caméras de surveillance. Au lieu de cela, il changeait les voitures volées lorsqu'elles tombaient en panne d'essence. Ce schéma s'est poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne un aéroport local dans l'Idaho, près de l'État de Washington. Colton a volé un autre avion et l'a piloté jusqu'à Granite Falls, dans l'État de Washington. Lorsque Colton est arrivé dans cette zone, il a vu un terrain vague devant lui et a décidé d'y atterrir. Pendant l'atterrissage, il découvre que le terrain est rempli de souches d'arbres coupées, ce qui provoque un atterrissage brutal qui endommage l'avion. Heureusement, Colton s'en sort sans blessure grave et se dirige immédiatement vers la forêt. Cependant, cette fois-ci, la zone n'était pas déserte et des personnes ont été témoins de l'accident, notamment un homme qui travaillait dans l'exploitation forestière. Il s'est approché de l'avion et a immédiatement prévenu les autorités. Le FBI et des unités héliportées spécialisées sont rapidement arrivés et la police a immédiatement entamé des recherches aériennes approfondies. Ils ont bouclé la zone et établi de vastes points de contrôle. Pendant ce temps, une famille locale signale avoir vu un individu suspect au milieu des arbres près de leur maison. La police se précipite sur les lieux et entame des recherches approfondies. À leur insu, Colton se cachait là et a réussi à abandonner ses affaires. Les autorités ont confisqué tous ses biens, y compris un sac contenant environ 20 000 $ en espèces, ainsi qu'un appareil photo contenant des selfies de Colton. Malgré les recherches intensives menées par la police, le FBI et les forces spéciales, il n'a pas été possible de le capturer à nouveau. En revanche, Colton a réussi à voler un autre avion pour la 5e fois. Et cette fois, sa destination était une autre île, également située dans l'État de Washington. Heureusement, l'atterrissage s'est déroulé sans encombre et l'avion est resté intact. Après quelques vols dans la région, Colton a décidé de se faire discret pendant plusieurs mois, sentant l'intensité croissante de la poursuite. Certains de ses fans ont même commencé à penser qu'il était mort ou s'était noyé en mer, car il était inhabituel pour lui de rester silencieux pendant une longue période.
Cependant, Colton a surpris tout le monde en laissant une grande empreinte de pas dans le port, et cette empreinte a permis de constater l'absence d'un des bateaux, ce qui indique son retour. Après avoir volé le bateau dans ce port, Colton s'est rendu sur une autre île appelée Lopez Island. Là, il vole à nouveau un bateau, puis retourne sur son île d'origine, l'île de Kamenos. Le problème, c'est que les habitants de l'île le détestent. Ils se sont réunis pour élaborer des stratégies afin de l'appréhender. Des patrouilles nocturnes et des groupes de recherche ont été organisés, armés jusqu'aux dents. Même les propriétaires d'avions passaient leur nuit à côté de leurs appareils. En revanche, Colton n'a pas l'intention de rester sur l'île. Dès son arrivée, il vole une voiture et quitte l'île pour une autre ville. Une fois, il est passé devant un refuge pour animaux. Il a laissé une enveloppe avec un message et $100 devant la porte du refuge. Le message disait « Je suis passé devant chez vous et j'avais un peu d'argent en trop. S'il vous plaît, utilisez-le pour les soins aux animaux. » Le message était signé par Colton, le bandit aux pieds tenus. Colton n'a même pas essayé de cacher sa position ou sa localisation. Cette fois, Colton a décidé d'étendre son exploration au-delà de Washington. Il se déplace d'un État à l'autre, volant à chaque fois des voitures et les utilisant jusqu'à ce qu'elles tombent en panne d'essence. Au cours de son périple, il s'est même introduit dans plusieurs aéroports de différents États. Il était à la recherche du bon avion et les autorités n'avaient aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Sur des milliers de kilomètres, à travers l'Amérique, personne ne savait exactement où il se trouvait. Finalement, après avoir traversé 9 États et parcouru une distance de 3200 km, en volant 11 voitures, il est arrivé à l'aéroport de la ville de Bloomington, dans l'Indiana, où se trouvait l'avion recherché. Il a campé parmi les arbres près de l'aéroport, observant de loin et attendant le moment opportun. Le moment venu, il est sorti, est monté à bord de l'avion et l'a démarré. Une fois l'avion prêt à décoller, il s'est élancé sur la piste et s'est envolé. Ce sera le dernier vol de Colton, qui l'emmènera dans le sud, plus précisément aux Bahamas, un pays indépendant. Lorsque Colton atteint les Bahamas, certaines personnes remarquent un avion qui fait 4 ou 5 fois le tour de la même zone avant d'atterrir, malgré l'absence d'aéroport. Colton exécute la même technique d'atterrissage que précédemment, mais cette fois-ci, le sol est plat et boueux, ce qui lui permet d'atterrir avec succès. Dès sa descente de l'avion, Colton s'est dirigé vers les forêts. Peu après, la police arrive et inspecte l'avion, découvrant son origine américaine. Elle a prévenu les autorités américaines et a établi une communication entre elles. Les autorités américaines ont partagé les informations dont elles disposaient sur Colton avec les autorités des Bahamas. Il est désormais confirmé que Colton a atteint les Bahamas et la nouvelle se répand à la télévision et dans d'autres médias. Sans perdre de temps, Colton s'est lancé dans sa routine habituelle de vol. Il a effrontément cambriolé un magasin et un restaurant, s'emparant de l'argent, de la nourriture et des fournitures nécessaires. Il s'est retiré dans les profondeurs de la forêt, savourant sa liberté. Il passait son temps à se baigner sur la plage et à découvrir des endroits idylliques, comme s'il passait des vacances insouciantes. Ensuite, il a volé une voiture et s'est rendu dans l'une des principales villes de l'île. À son arrivée, il commence à explorer les environs, tout en gardant un œil sur le port. Il a remarqué que l'un des propriétaires de bateaux débarquait et laissait son bateau sans surveillance. Colton suit furtivement l'individu jusqu'à sa voiture. Le propriétaire du bateau est entré dans un restaurant voisin, laissant apparemment la clé du bateau à l'intérieur de la voiture. Saisissant l'occasion, Colton s'introduit rapidement dans le véhicule, s'empare de la clé du bateau et se dirige vers le port. Il monte rapidement à bord du bateau, démarre le moteur et quitte les lieux. Avec ce bateau, il s'est rendu sur une autre île des Bahamas, Oliveira. Dans un havre de paix au milieu des arbres, Colton a trouvé du réconfort comme d'habitude, se cachant sur l'île pendant environ une semaine. Il évitait d'être vu car son image et son nom étaient
largement diffusée dans les médias. Parfois, il passait devant des restaurants et apercevait son propre visage sur les écrans de télévision, ou même des avis de recherche sur lesquels figuraient son image et son nom. Pour ne pas être reconnu, il se déguise et modifie son apparence. Cependant, épuisé par cette situation, il décida de voler à nouveau un bateau. Il quitta les ports et parcourut la mer pendant un certain temps avant de se livrer à une activité à la fois singulière et stupide. En approchant du port avec son bateau, deux jeunes hommes se tenaient sur la jetée. Colton commença à manœuvrer le bateau rapidement, comme s'il leur donnait un spectacle. Les deux hommes sont déconcertés, se demandant ce que cet audacieux garçon blanc tente de faire en montrant ses talents devant eux. Finalement, Colton rapprocha le bateau de l'embarcadère et commença à leur parler en disant « Vous ne me connaissez pas. Je suis Colton, le bandit aux pieds nus. » L'un des hommes l'a immédiatement reconnu et savait qu'il y avait une récompense de 10 000 $ pour le capturer. Cependant, il a fait semblant de ne pas connaître Colton, dans l'intention de l'attirer plus près pour qu'il l'appréhende. Colton s'est approché de lui et lui a dit « Je sais que vous me reconnaissez. Ne jouez pas les idiots. Appelle la police et laisse-les venir me chercher. Je veux m'amuser avec eux. » L'audace et l'intrépidité avec lesquelles il s'est exprimé ont laissé une impression durable. Pendant ce temps, le deuxième homme contacte discrètement leur ami qui possède un bateau, dans l'espoir d'intercepter Colton. Colton a remarqué l'homme qui parlait au téléphone et a rapidement éloigné son bateau. Les deux hommes sont restés sur la jetée, regardant Colton s'éloigner, son regard inébranlable et son sourire espiègle comme s'il les défiait. Peu après, leur ami, accompagné d'un groupe d'amis, arrive. Ils sont maintenant 6. Ils montent à bord du bateau et se lancent à leur poursuite, voyant de loin Colton se tenir sur son bateau avec un air de défi. Lorsqu'ils se sont rapprochés de lui, l'un d'eux a sorti son arme et l'a pointée sur Colton. Cependant, Colton a habilement exécuté une manœuvre avec le bateau, créant une vague qui les a éclaboussés, les trempant tous. Le conducteur du bateau a été momentanément aveuglé par l'eau dans ses yeux et a perdu ses repères, s'éloignant dans une autre direction. Colton s'est rapidement éloigné d'eux. Il réussit à leur échapper et se dirigea vers un port voisin. Ce port était situé juste derrière une maison ressemblant à un palais, gardé par un agent de sécurité qui observait de loin le déroulement des événements. Stupéfait, il vit un bateau en poursuivre un autre, l'un avec un garçon seul, et l'autre avec un groupe de personnes hurlant et poursuivant le bateau du garçon. L'agent de sécurité a envisagé d'appeler la police à ce moment-là, mais il a remarqué que le bateau de Colton s'approchait rapidement du port. Il lui a fait signe de ralentir, mais Colton a précipité le bateau dans le port et a immédiatement sauté, sprintant jusqu'à ce qu'il atteigne le quai du port. L'agent de sécurité se tenait devant la maison, et Colton, à bout de souffle, lui a dit qu'ils essayaient de le tuer. Après cela, il a rapidement contourné l'agent et a disparu dans les buissons et les arbustes, courant vers la maison. L'agent de sécurité l'a poursuivi, en maintenant une courte distance entre eux. Finalement, Colton s'est caché dans les arbustes entourant la maison. L'agent de sécurité a rapidement contacté le commandant de la police locale et lui a dit qu'il venait de voir le garçon du journal télévisé se cacher dans le jardin de la maison qu'il garde parmi les buissons. Le chef de la police a immédiatement alerté les forces de police de la région et du port qui ont commencé à encercler l'endroit. Colton ne peut pas s'échapper de la zone car il n'y a pas d'espace libre pour se frayer un chemin. Mais rien n'est impossible pour Colton. Il continua à se faufiler entre les buissons et contourna le port par l'autre côté, descendant discrètement dans l'eau pendant qu'il cherchait au-dessus. Lentement, il nage vers un bateau et monte à bord. À ce moment-là, de nombreuses personnes, dont des policiers, des propriétaires de bateaux et des habitants, se trouvaient dans le port. Ils ont vu un bateau se déplaçant silencieusement et lentement avec des lumières tamisées. Ils se demandaient pourquoi le bateau se déplaçait. Soudain,
Colton a accéléré au maximum et s'est éloigné du port. À ce moment-là, les gens ont compris ce qui se passait et ont rapidement prévenu la police. Cependant, les bateaux de la police n'étaient pas là. Quelques personnes présentes dans le port ont offert leur bateau à la police pour la poursuite. Les policiers sont montés à bord des bateaux et ont commencé à poursuivre Colton, mais il avait une avance considérable. Pendant tout ce temps, Colton n'a cessé de regarder en arrière pour évaluer leur proximité. Dans un moment de distraction, son bateau a heurté un prolongement sablonneux de l'île qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Le bateau s'est enlisé dans le sable et malgré ses efforts pour pousser et faire tourner le moteur, les hélices ont heurté le sable. Immobilisant le bateau, la police s'est rapprochée de lui. Ils ont pointé leurs armes sur lui. Il s'est alors passé quelque chose d'étrange. Colton a levé l'arme qu'il avait en sa possession et l'a pointée sur sa propre tête, menaçant de se tirer dessus. Les policiers lui ont demandé de baisser son arme, mais il a continué à crier « Il est impossible de revenir en arrière, il est impossible de revenir en arrière ». De l'autre main, Colton tente de dégager le bateau du sable. D'un coup, il fit pivoter son corps et fit tourner le moteur du bateau au maximum de sa capacité. Miraculeusement, il réussit à déloger le bateau du sable. Mais à ce moment précis, la police a ouvert le feu, non pas sur lui, mais sur le moteur du bateau. Leur objectif était de mettre le moteur hors d'usage. En fin de compte, dès que les balles ont été tirées, Colton a lâché son arme, a mis la main sur sa tête, s'est rendu et a crié à plusieurs reprises « Je me rends, je me rends ». La police, après s'être assurée que le bateau ne pouvait pas bouger, a demandé à Colton de lever les mains. Ils se sont approchés de lui et l'ont finalement arrêté, complètement maîtrisé. 2 ans et demi après son évasion, Colton a été appréhendé. Dès qu'ils l'ont arrêté et ramené au poste de police, une foule s'est rassemblée, immortalisant le moment sur la caméra. Colton a même essayé de cacher son visage. Il ne voulait pas être photographié. La police des Bahamas a accompli ce que la police américaine, le FBI et même les forces spéciales n'ont pas pu faire. Ici, nous voyons des moments du transfert de Colton par avion pour son procès aux Bahamas. Ce qui est étrange, c'est qu'après l'avoir tenu pour responsable de tous les vols et crimes qu'il avait commis aux Bahamas, les autorités bahamiennes l'ont condamné à une amende de 300 $ seulement pour être entré illégalement dans le pays. Toutefois, comme elle voulait le remettre aux autorités américaines le plus rapidement possible, les charges et les peines qui l'attendaient en là-bas étaient beaucoup plus lourdes. La deuxième fois que Colton est apparu en garde à vue, on lui a fait porter des chaussures blanches. Après avoir été remis aux États-Unis, Colton a été jugé en 2010 et son procès s'est poursuivi pendant plusieurs mois. Bien entendu, à l'âge de 19 ans, il n'était plus mineur et devait être jugé comme n'importe quel autre adulte. Il doit répondre de 67 chefs d'accusation dans 3 pays différents: l'Amérique, le Canada et les Bahamas. La peine potentielle qui l'attendait pouvait aller jusqu'à 30 ans ou plus. Heureusement pour Colton, l'un des meilleurs avocats, John Henry Brown, a été désigné pour le défendre. Cet avocat était réputé pour s'occuper des affaires criminelles les plus difficiles. L'une des affaires les plus controversées qu'il a traitées est celle de Ted Bundy, l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. L'avocat n'a pas essayé de contester toutes les accusations portées contre Colton. Au contraire, il a convaincu Colton de tout avouer. Cependant, il a également attiré l'attention du juge et du jury sur l'enfance de Colton et sur l'environnement dans lequel il a grandi. Il a essayé de leur faire comprendre les souffrances que Colton avait subies dès son plus jeune âge et ses luttes. Le juge a effectivement compati à sa situation. Finalement, après avoir consulté le jury, celui-ci a condamné Colton à 7 ans de prison, et même ces 7 ans n'ont pas été entièrement purgés. Il a purgé 5 ans de prison et a bénéficié d'une libération conditionnelle. Colton est sorti de prison en 2016, à l'âge de 25 ans. Il est intéressant de noter qu'il a travaillé comme assistant dans le cabinet de l'avocat qui l'a défendu. Pour une personne ayant un casier judiciaire comme Colton,
Il est difficile de trouver un emploi, et c'est donc un grand geste de la part de l'avocat de lui offrir un travail. Lors d'entretiens ultérieurs, Colton a parlé de sa profonde aversion pour la personne qu'il était dans le passé, et de son désir de s'en éloigner le plus possible, et de laisser le passé derrière lui. Il a indiqué qu'il essayait actuellement de reconstruire sa vie et d'explorer des opportunités telles que donner des conférences et partager son expérience de vie avec d'autres. Ce garçon a peut-être vécu l'une des phases d'adolescence les plus sauvages de l'histoire. Il a volé des maisons, des voitures, des bateaux et des avions, cambriolé des banques et s'est évadé de prison. Mais le bon côté des choses, c'est que le tribunal a fait preuve de sympathie à son égard et que le verdict a été clément. Nous voici arrivés à la fin de notre histoire. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de nous soutenir avec un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et appuyez sur l'icône de la cloche.